Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Et pour célébrer l'été, pour célébrer le mois de juillet, nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Grégoire de Villeplay. Bonjour Grégoire. Bonjour Roland, bonjour Anouk et bonjour à tous. Alors Grégoire, tu connais bien le commerce, tu es en charge de l'acquisition de nouveaux clients chez ALD Automotive, un leader du financement filiale de Société Générale. Avant de commencer notre discussion sur les rituels managériaux, qu'est-ce qui fait qu'un manager peut aujourd'hui, dans un environnement très mouvant, fidéliser ses équipes et les aider à se développer, à grandir, à traverser les tourmentes. Avant d'aborder ces sujets, tout d'abord, merci à tous, vous êtes formidables. Vous êtes aujourd'hui 230 inscrits pour parler, écouter, échanger sur les rituels managériaux. On voit que c'est un sujet chaud, un sujet important, un sujet d'actualité. La semaine dernière, vous étiez également très nombreux pour écouter Guillaume Petitjean, l'auteur de Créons un monde de confiance, qui nous a parlé du ROI de l'honnêteté pour aller au-delà du mythe du commercial vénal. Une masterclass à retrouver sur notre chaîne YouTube Incentive ou sur vos plateformes de podcast préférées. Les masterclass d'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien indéfectible d'Incentive. Incentive, c'est l'application du Manager Coach, la plateforme qui vous permet d'engager vos managers dans une nouvelle vision de la transformation. Donc, vous pouvez renforcer l'efficacité de vos équipes et fidéliser vos talents. Grâce au digital, Incentive sert aujourd'hui plusieurs dizaines de clients un peu partout dans le monde, en 9 langues, dans des secteurs aussi variés que la banque, l'assurance, les télécoms, le retail ou l'industrie. Voilà, donc nous allons maintenant parler des rituels managériaux et pour ça, on a invité un spécialiste qui a réfléchi ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années à l'optimisation de ces rituels managériaux. Donc Grégoire, on est ravis de t'accueillir. Est-ce que Anouk, tu peux nous faire le portrait de Grégoire? Oui, avec plaisir. Grégoire, vous êtes diplômé d'un master en marketing à l'IESEG. Vous débutez votre carrière chez ALD Automotive, d'abord en tant que commercial, puis Key Account Manager. C'est là que vous connaissez votre première expérience managériale, puisque vous devenez Head of Sales de la flotte Jaguar et Land Rover, un réseau de 300 commerciaux et 100 managers. Par la suite, vous rejoignez Neanco en tant que Business Development Manager, afin de développer LISA, une plateforme de marché facilitant le financement de la vente. Vous êtes également passé chez Incentive afin de nous faire profiter de votre expertise et de vos qualités de sales manager. Qualité que vous avez étraînée pendant 1 an chez Alphabet en occupant le poste de Strategic Account Acquisition Manager. Et vous êtes aujourd'hui revenu chez ALD Automotive afin d'y implémenter le département d'acquisition client en Ile-de-France. À ce rôle, vous managez une équipe de 8 commerciaux et établissez la stratégie de la méthodologie commerciale. Vous êtes aujourd'hui là pour nous faire profiter de votre expertise en matière de rituels managériaux, notamment au niveau commercial, et c'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci Anouk. Alors Grégoire, quand on a préparé cette masterclass, tu nous as parlé de langage de l'amour. De langage de l'amour, un ouvrage de Gary Chapman qu'on t'a conseillé pendant ta préparation de mariage et qui t'a beaucoup inspiré. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, ça m'a beaucoup inspiré, notamment pour l'onboarding des collaborateurs, pour essayer de comprendre. On a tous besoin d'être aimés, bien évidemment, que ce soit dans le couple, quand on est enfant, mais également quand on est manager de son manager et de l'entreprise. Et donc, je m'en suis inspiré pour, avec mes collaborateurs, comprendre quels étaient leur langage de l'amour, hein, leur levier de motivation. Si c'était la montée en compétences, l'équilibre vie pro-vie perso, les marques d'intérêt personnel, la reconnaissance, la valorisation salariale, etc. Donc, je me suis inspiré de ce livre pour voilà, comprendre, lorsque j'onboard un collaborateur, qu'est-ce qui le motive et qu'est-ce qui, moi en tant que manager, qu'est-ce qu'il faut que je lui témoigne comme signe d'amour. Alors c'est le premier des thèmes qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est l'accueil.
l'accueil, donc les 5 thèmes, l'accueil, le one-to-one, le point individuel, l'accompagnement clientèle, le recadrage et les réunions et la réunion d'équipe. Voilà les 5 rituels qu'on va essayer de couvrir dans cette demi-heure. Le premier, c'est donner finalement aux nouveaux collaborateurs une chance de s'intégrer plus rapidement, de façon plus sereine au sein de l'équipe. Est-ce que tu peux nous décrire les quelques secrets de fabrique que constitue ton entretien que tu appelles l'entretien, enfin le template de faire connaissance, c'est ça? Ouais, voilà, exactement, le faire connaissance. Donc, c'est un entretien que j'ai avec mes collaborateurs que j'intègre dans l'équipe lors de la première semaine. Et cet entretien, il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de revenir sur la compréhension du collaborateur sur sa mission dans l'équipe, de ce qu'il doit faire au quotidien et de ce qu'il a compris de l'équipe. Ensuite, ça va être, je lis mes notes, je me permets, le rôle qu'il souhaite jouer au sein de l'équipe, parce que je souhaite avoir des collaborateurs qui puissent prendre part avec le background qu'ils ont, leur expérience, pour enrichir l'équipe par les bonnes pratiques qu'ils peuvent avoir. On va échanger également sur ses motivations. Donc, c'est là où on va parler des langages de l'amour. Est-ce que c'est plutôt de la montée en compétences, de l'équilibre vie pro-vie perso, etc. Et puis enfin, je termine avec le fait d'évoquer aux collaborateurs la vision et la raison d'être, que ça soit au niveau de l'entreprise, au niveau de l'équipe également, et ensuite à son niveau à lui, en tant que conseiller commercial. Voilà, donc quelle est la vision de l'équipe, quelle est la vision de l'entreprise, la vision que j'ai pour lui en tant que conseiller commercial, et puis la raison d'être de tout ça. Finalement, qu'ils puissent, lors de cet entretien assez critique, dans ce qu'on appelle un moment de vérité finalement dans la carrière d'un collaborateur, ce premier entretien avec son manager, qu'il puisse se réapproprier la vision et la mission de l'entreprise à son niveau, c'est ça? Oui, exactement. C'est-à-dire que on en a déjà parlé lors des entretiens d'embauche, évidemment, mais l'idée, c'est lors de la première semaine, d'avoir un moment, comme tu dis, de vérité, un moment qui vient poser les bases de, voilà, est-ce que c'est clair pour toi, ce qu'on fait chez ALD, ce que tu vas faire dans l'équipe et comment tu vas y contribuer. Voilà. Alors c'est un moment clé dont beaucoup d'entreprises nous parlent aujourd'hui pour renforcer la fidélisation des collaborateurs. On est sur des turnovers chroniques maintenant qui atteignent les 20% dans les organisations commerciales. Il va falloir s'y habituer. Et pour maintenir pour garder les talents, l'onboarding devient de plus en plus clé et on travaille beaucoup avec nos clients sur l'onboarding collaboratif pour que le collaborateur ne soit pas simplement intégré administrativement à l'organisation, mais qu'il se sente accueilli par l'ensemble de ses collègues et bien sûr en première ligne de son manager. Donc le premier rituel que tu as choisi de nous partager aujourd'hui, il est vraiment au cœur de réflexion de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Comment est-ce qu'on optimise, comment est-ce qu'on réenchante cette relation collaborateur dès les premiers temps. Tu nous as parlé aussi lors de la préparation d'un déjeuner après un mois systématiquement que tu menais avec les collaborateurs pour savoir où est-ce qu'il en était, est-ce que la promesse avait bien été tenue sur ces premières semaines? Exactement. Alors, juste pour rappeler aussi ce que je fais également lors du faire connaissance, c'est ce que j'ai oublié de dire. Évidemment, je demande aussi les attentes du collaborateur en termes de management et ses attentes aussi également envers l'entreprise. C'est extrêmement important pour savoir aussi, voilà, nous on a des attentes envers lui, évidemment, j'en ai, l'entreprise aussi, mais lui en a également. Et donc tu as raison, ce que je fais également après à peu près un mois d'arrivée chez ALD, c'est que j'invite le collaborateur sous forme d'un déjeuner pour que ce soit un moment plutôt convivial et informel, avec souvent au moins N+1 pour aussi valoriser le collaborateur. Et donc, lors de ce déjeuner, nous échangeons sur ses premières impressions, ses bonnes impressions en étant arrivé chez ALD, ce qu'il a apprécié, ce qu'il a aimé, et également ce qui lui a manqué, éventuellement, ce qu'il aurait aimé avoir, etc., pour savoir dans quel état d'esprit il est au bout d'un mois, et aussi moi et au niveau de l'équipe, pouvoir s'améliorer pour les futurs onboarding de collaborateurs. Deuxième rituel, le
l'entretien individuel, qui peut être hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuel. Alors l'entretien individuel, le point hebdo, le one-to-one, le one-on-one, le bilat, autant de noms qui reflètent une réalité de suivi, de suivi qui peut être pour certains du management par le contrôle, pour d'autres un suivi très informel. Toi, tu as beaucoup réfléchi ces derniers mois à l'optimisation de cet entretien individuel. Quelles sont les difficultés que tu avais rencontrées qui t'ont amené à réfléchir à cet entretien individuel et pourquoi tu as entrepris ce travail de refonte de ce rituel d'entretien individuel? Donc c'est très important chez ALD notre direction nous a demandé il y a quelques années maintenant, en tant que manager, d'avoir ces rituels, une fois par mois, puis 2 fois par mois, d'échanges en bilat, ce qu'on appelle chez ALD, donc bilatéral. Et donc, une fois toutes les 2 semaines, j'ai un bilat avec chacun de mes collaborateurs, qui est un moment vraiment extrêmement important dans la, on va dire, dans la gestion de l'équipe, du business, de l'état d'esprit, des priorités, etc. Et au démarrage, ma difficulté, ça a été de vraiment savoir ce qu'on pouvait dire lors de ces bilats. De quoi on se parle, comment est-ce qu'on structure notre pensée, quel thème aborder, parce que sans cadre, en fait, on peut très rapidement tomber dans bon, bah, écoute, est-ce que ça va? Oui, ça va. Tel dossier, ça va très bien. Donc, j'ai pas mal itéré sur une trame pour savoir quels étaient les éléments importants à évoquer lors de ce one-to-one, lors de ce bilat. Et notamment, la première chose que j'aborde avec eux, donc c'est vraiment l'état d'esprit du collaborateur. Je leur demande de partager leur indice de bien-être sur 10. Bien-être général, hein, bien sûr, hein, c'est pas que d'un point de vue business. Ensuite, on va échanger vraiment sur ce qu'il a dans le pipe. Hein. Donc, comme je suis Head of Acquisition chez LD, évidemment que le pipe d'opportunités m'intéresse et intéresse le collaborateur aussi. Et puis, on continue sur différentes thématiques comme voilà, quelques KPI de signature, d'atteindre des objectifs, de rendez-vous, etc. Ensuite, on revient sur les objectifs qu'on a fixés ensemble lors du précédent bilat, et j'insiste sur le ensemble, puisque les bilats, maintenant, mes collaborateurs sont aguerris, hein, ils sont habitués à ça, ça fait 2 ans qu'on le met en place, et donc ils le préparent en amont, et donc ils réfléchissent déjà à leurs priorités, donc qui est le point d'après qu'on aborde, c'est quelles sont tes priorités pour le prochain bilat. Et donc là, mon rôle de manager est aussi de les challenger pour m'assurer qu'ils pensent bien à tout ce qu'ils ont à faire dans leur métier, hein, les dossiers à faire, leur formation, voilà, leur animation de réseau, etc. etc. Et un autre point qu'on aborde, qui est le 5e, ça aide, le 6e point, c'est sur les succès. Je leur demande toujours quels sont vos succès, quels sont tes succès, quels sont tes axes d'apprentissage depuis les 2 dernières semaines que tu as envie de partager, qu'on pourra ensuite partager en équipe lors de réunions d'équipe. Et puis le dernier point, ça concerne les sujets divers. Donc comment est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu as des idées, des remarques à partager, voilà, tout autre sujet qu'ils peuvent évoquer. Une enquête récente qu'on a menée auprès d'une centaine d'entreprises a montré que 53% des commerciaux estiment que leur manager ne leur apporte pas de valeur, ne les aide pas à grandir. C'est un constat assez dur. Finalement, il y a encore beaucoup de managers qui restent dans cette dimension de passe-plat d'informations. Je reçois les informations du siège et puis je les transmets à mon collaborateur. Et puis de releveur de compteurs. Comment est-ce qu'on évite de rentrer dans cette routine de passe-plat et de releveur de compteurs? Comment est-ce qu'on remet de l'humain dans ces one-on-one, dans ces bilats? Alors déjà, le fait, pour qu'on ne soit pas les releveurs de compteurs, les sachants qui maîtrisent les KPI d'entreprise, déjà, je me suis assuré que chacun de mes collaborateurs ont accès à chacun des KPI que je pilote. Donc, c'est pour ça qu'ils préparent les one-to-one, les bilats. Ils ont les mêmes KPI, ils ont la même capacité que moi d'aller chercher l'information sur où ils en sont dans leur rendez-vous, où ils en sont dans leurs opportunités, dans la probabilité de signature de ces opportunités, leur signature. Et donc, comme ça,
en fait, ils me le disent d'eux-mêmes d'ailleurs, c'est que ça leur permet vraiment de piloter leur business et ils sont vraiment autonomes. Donc en fait, ils sont maîtres de ce bilat et ils n'en sont pas spectateurs et ils vont pas découvrir du bilat. Bon, bah voilà, Grégoire, il va me donner les chiffres. Non, bah non, pas du tout. Ils en sont maîtres et ils le préparent, bien évidemment. Quand j'étais directeur des ventes chez Dell, on avait séparé les rôles de manager et de coach. Le manager étant plus là pour vérifier la bonne ou animer la bonne exécution opérationnelle, et le coach étant plus là à l'écoute, sans impact sur l'évaluation ou la carrière du collaborateur, mais à l'écoute pour l'aider et le former. Qu'est-ce que tu penses de cette séparation des rôles entre d'un côté le management opérationnel et de l'autre le management, le coaching et l'apprentissage? Ce que j'en pense, c'est que quand on est manager de proximité, on est obligé de savoir faire les deux. C'est-à-dire que si je ne faisais que de suivi opérationnel, relever les compteurs, les rendez-vous, les opportunités, etc., sans m'intéresser au coaching, à faire preuve d'empathie, à faire preuve d'écoute, de compréhension, pour aussi aller challenger mes collaborateurs et les aider à faire mieux et à être plus autonomes dans leur métier. Voilà, si demain je ne faisais qu'un des deux, ça n'irait pas, quoi. Donc aujourd'hui, je fais les deux et ça me semble pour moi essentiel. Et d'ailleurs, je ne prendrais aucun plaisir dans mon travail si je me mettais à faire que l'un ou que l'autre. Comment est-ce qu'on évite la lassitude de ces points individuels? Comment est-ce qu'on recrée de l'intérêt semaine après semaine, mois après mois? Alors c'est une bonne question parce que du coup, j'ai pas mal itéré pour mettre en place une trame avec une méthodologie pour avoir des échanges pertinents et utiles pour le collaborateur et pour moi. Et donc maintenant, j'ai quelque chose qui est bien organisé, qui est toujours la même trame, hein, la même routine. Et donc en fait, pour éviter la lassitude, ça va être plutôt sur, on va dire, sur le côté empathie, l'humour, l'enthousiasme que je vais délivrer à l'équipe. Donc là, c'est vraiment sur plutôt les soft skills. Donc c'est pas tellement une méthodologie, c'est plus voilà, être manager aujourd'hui. Il faut savoir être dans l'empathie, il faut savoir partager et donner de l'envie et de l'enthousiasme à l'équipe pour les porter, pour créer cette osmose et cette atmosphère qui soit propice à du business et à l'émancipation des collaborateurs. Donc c'est pas tellement une méthodologie, c'est plus des soft skills qui pour moi sont essentiels. Et quel est le secret pour rendre l'exercice participatif? Alors le secret, alors je sais pas s'il y a un secret. Premièrement déjà c'est le ritualiser. Donc le fait de dire voilà c'est dans l'agenda, le premier moment d'échange c'est lors du bilat, c'est toi qui parles, c'est toi qui me partages ton état d'esprit. Voilà, donc, premièrement c'est le ritualiser et deuxièmement lors des réunions d'équipe, on fait également cela. On commence par chacun partager notre sentiment du jour et l'état d'esprit. Et j'y participe également, bien évidemment. Et donc, j'essaie de donner l'exemple en même temps. Et je pense que c'est aussi en donnant l'exemple et le fait que ça soit ritualisé toutes les 2 semaines, ben, en fait, c'est devenu une habitude. Et donc, comme c'est devenu une habitude, eh ben, c'est facile. Ça devient facile de partager, d'échanger en transparence. Alors, troisième rituel dont on va parler aujourd'hui, l'accompagnement en clientèle. L'accompagnement en clientèle, c'est le moment où le manager va pouvoir coacher, voir son commercial dans l'action, et puis lui donner du feedback. Comment est-ce que ça se passe chez ALD et comment est-ce que vous avez fait évoluer l'exercice au fil du temps? Alors chez ALD, en tout cas, la manière que j'ai de fonctionner, c'est précédemment au rendez-vous, d'échanger avec le collaborateur sur le contexte de ce rendez-vous. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à décrocher ce rendez-vous aujourd'hui et quel est ton objectif pour ce rendez-vous, sachant que comme on est en acquisition de nouveaux clients dans l'équipe, on va quasiment tout le temps chercher à détecter d'opportunités. Donc ça va être l'objectif premier. Et après, moi, on va dire pour la montée en compétence des collaborateurs, ce que je leur demande, mais c'est plutôt un fil rouge, c'est pas forcément que au moment où ils vont avoir un rendez-vous avec un client, c'est d'adopter une posture
que j'appelle le Challenger Cell, qui est un livre en fait de Challenger Cell que j'ai eu chez Intensive d'ailleurs. Merci Roland, qui m'a beaucoup inspiré pour la vision du parfait conseiller commercial qui fait 3 choses. Premièrement, il éduque le client, donc il va apporter de la valeur ajoutée, pas seulement décrire ses produits-services, mais également donner de l'insight sur le marché sur lequel on opère, donc nous, le marché de la mobilité en l'occurrence. Donc éduquer le client. Deuxièmement, le challenger avec des questions ouvertes pour essayer de découvrir les besoins qui ne sont pas exprimés, parce que les besoins exprimés, c'est le plus simple. Et enfin, dernièrement, garder le contrôle, c'est-à-dire savoir qui est mon interlocuteur, qui est le décideur au sein de l'entreprise, quand mon interlocuteur va se décider, de quel élément il a besoin pour prendre ses décisions, etc., de manière à ce que lorsqu'on gagne un deal, on sait pourquoi on l'a gagné, et si on le perd, on sait aussi pourquoi on l'a perdu. On est en maîtrise du sujet. Éduquer, challenger et garder le contrôle. Un feedback aussi important qu'on entend chez nos clients dans la préparation de ces rendez-vous, c'est de s'assurer que les rôles soient bien répartis. Et en fonction du rendez-vous, le manager peut avoir une attitude très active pendant le rendez-vous parce que c'est la première fois qu'on rencontre le PDG et donc naturellement le manager va prendre la main sur une partie du rendez-vous, alors que dans un rendez-vous de suivi avec des interlocuteurs connus, là le commercial va pouvoir garder la main et leader le rendez-vous. Le fait d'avoir une bonne répartition des rôles très claire avant le meeting, ça permet à chacun d'être dans une posture qui va être soit une posture active, soit une posture d'écoute et d'analyse pour pouvoir ensuite débriefer. Le deuxième sujet qu'on entend aussi de bonnes pratiques qu'on a relevé chez nos clients, c'est le fait de se fixer un objectif, 1 ou 2 objectifs très clairs avant le rendez-vous. Voilà, quel est l'élément qu'on va travailler? Quel est le sujet qu'on va travailler? Est-ce que c'est l'introduction? Est-ce que c'est l'intimité client? Est-ce que c'est le maillage de compte? Est-ce que c'est le closing? Voilà, s'assurer qu'il y a un bon objectif avant le rendez-vous pour que derrière, quand on se retrouve dans la voiture avec le collaborateur, le manager puisse finalement débriefer simplement au moins sur la priorité qui aurait été le point de focus du rendez-vous. Aujourd'hui, une fois qu'on a passé cet accompagnement clientèle, comment est-ce que tu débriefes, toi, aujourd'hui, dans la voiture? Est-ce que ça se fait par écrit? Est-ce que ça se fait par oral de façon informelle? Voilà, comment, après le rendez-vous, est-ce que tu débriefes avec tes commerciaux? Alors, il y a 2 manières, je procède de 2 façons. La première, c'est le débrief, on va dire, à chaud, en sortant du rendez-vous, pour avoir les choses au clair, tout ce qui est l'information très fraîche pour avoir un feedback dessus. Et puis après, l'autre manière de ce que je fais, c'est que je reviens dessus lors des bilates. C'est-à-dire que je vais noter des points d'attention que j'ai identifiés ou des choses, d'ailleurs, des succès, des choses positives que fait le collaborateur et sur lesquelles je souhaite qu'il puisse en avoir conscience déjà, parce que le collaborateur n'a pas forcément conscience de ses forces. Et donc, je les note. Un peu comme pour les réunions d'équipe, lorsqu'il y a un sujet que je souhaite évoquer, je note dans mon OneNote, j'ai un onglet sur les sujets à aborder pour les bilates et pour les réunions. Et donc, je reviens dessus lors des bilates pour revenir dessus à froid et être plus dans un travail de fond. Et voilà, donc à chaud juste après le rendez-vous, et puis ensuite à froid, plus pour travailler sur le fond, et ce qui permet après d'identifier une priorité et puis un axe d'amélioration pour de futurs rendez-vous. Quatrième rituel, le recadrage. Alors, il y a 2 types de recadrage. Il y a un collaborateur qui a un comportement soit inapproprié, soit inefficace. Et donc, c'est une mécanique de feedback. Et puis, il y a le recadrage d'un collaborateur qui a une performance qui n'est pas à la hauteur, qui est en décroissance et qui rentre dans un cercle vicieux de sous-performance des motivations, sous-performance des motivations. Par quoi tu veux commencer? Par la culture du feedback peut-être? Comment est-ce que tu donnes du feedback efficacement à tes équipes sur un point particulier? Ouais. Pour tout ce qui est feedback, je le fais lors des bilates, de toute façon, et je vais m'efforcer d'être le plus factuel possible, et notamment lorsque je
j'envoie un compte rendu de bilat après le bilat à mes collaborateurs, je vais toujours mettre un petit résumé rapide de cet entretien et en mettant en avant les éléments positifs, les succès et les axes d'apprentissage qu'a le collaborateur ou sur lequel il va devoir travailler, avec des éléments factuels pour dire voilà, tu t'es vraiment amélioré sur le pitch des produits-services de l'entreprise, notamment lors du rendez-vous chez Intel qu'on a eu il y a 2 jours, où le client a été ravi à la fin de l'entretien. Il nous a partagé vraiment le fait d'avoir été ravi, que ce soit clair, intéressant, etc. Voilà, donc les feedbacks se font là. Et comme pour les recadrages, je les fais également lors des bilats. Et ça, pourquoi je le fais là? Surtout pour le faire encore plus à froid, lors des recadrages qui peuvent être sur des éléments que le collaborateur n'a pas forcément bien fait ou qui sont presque des fautes. Et donc, je mets un point d'honneur à les faire justement lors des bilats pour le faire à froid. Donc, je le note et on revient dessus, toujours factuellement, en disant voilà ce qui s'est passé, dans quel contexte, voilà ce qui a été dit, voici ce qui a été envoyé. Et donc, je vais challenger le collaborateur pour lui demander comment il aurait fait différemment. Parce qu'évidemment, ils ont aussi. Mon but, c'est aussi de voir s'ils ont cette capacité de remise en cause. Donc, comment il aurait fait différemment. Et après, je partage également, bien évidemment, mon point de vue et mon analyse de la situation. C'est les fameux 3 étapes classiques du feedback. C'est voilà ce que j'ai observé, voilà le ressenti que j'ai eu face à ce que j'ai observé, et voilà comment on aurait pu agir différemment pour éviter ce ressenti. Alors ça, c'est le feedback immédiat sur un comportement particulier. Comment est-ce que tu accompagnes, malheureusement, ça arrive, et ça arrive même au meilleur, un commercial d'avoir un coup de mou? Comment est-ce que vous structurez le recadrage d'une sous-performance? Comment est-ce que tu optimises ce rituel, qui est un rituel toujours assez délicat, parce qu'il faut à la fois dire les choses, mais également remotiver? Ouais. Alors, ça m'arrive bien sûr d'avoir des collaborateurs qui soient dans le creux de la vague, où les résultats sont pas au rendez-vous. La première chose que je fais, c'est que je regarde dans le rétroviseur. C'est-à-dire que dans l'équipe, j'ai vraiment une super équipe, ils sont vraiment top. Et donc, quand il y a un moment où ils sont dans le creux de la vague, je les force à regarder dans le rétroviseur pour se dire, rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi les résultats que tu as eus par le passé, de tes succès. Donc, ce moment où tu n'es pas bien, où tu n'as pas de résultats en ce moment, ça n'est pas la définition de ce que tu es et ta performance. C'est juste un moment ponctuel dans ta vie de commercial. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, du coup, on va revenir sur des basiques, sur la méthodologie, la façon de travailler, la façon de s'organiser. Et donc, on va définir ensemble des priorités, des axes d'amélioration pour le prochain bilat, en lui disant, voilà, sur quoi tu veux travailler, sur quoi moi je souhaite que tu travailles. Donc, tu as du mal à générer des leads en ce moment. Donc, je te conseille d'inviter ton chargé d'affaires Société Générale lors d'un déjeuner pour créer du lien, et tu vas voir qu'après, ce sera beaucoup plus facile qu'il puisse t'ouvrir son portefeuille et t'apporter des nouveaux dossiers, par exemple, c'est un exemple. Et voilà, donc premièrement, on regarde dans le rétroviseur pour se rappeler que, ok, c'est un moment difficile, mais tu as aussi été excellent dans le passé. Donc, il faut se rappeler de ce que tu faisais de bien. Et après, on fixe les priorités et le plan d'action pour qu'on revienne à une situation qui soit au niveau des attentes. Dernier rituel, la réunion d'équipe. Alors la réunion d'équipe, c'est dans toutes les entreprises que j'ai connues un vrai sujet, parce que finalement c'est assez redondant, récurrent, et il y a souvent un phénomène d'usure qui s'instaure. Comment est-ce que tu as réenchanté tes réunions d'équipe? Alors, j'ai fait un peu comme pour le bilat, c'est-à-dire que j'ai pas mal itéré sur la manière de les animer, quel sujet aborder, dans quel ordre, pourquoi, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça va intéresser mes collaborateurs, est-ce que ça va permettre
d'atteindre notre objectif de performance. Et donc maintenant, je pense être arrivé à une méthodologie de thème de réunion qui est optimale. Donc on commence toujours un peu comme pour les bilates par échanger chacun sur l'état d'esprit du moment, notre indice de bien-être sur 10. Voilà, chacun partage sur ses succès, ses difficultés en ce moment. D'ailleurs, c'est pas forcément professionnel, ça peut être aussi personnel, parce qu'on est des êtres humains et il y en a qui peuvent avoir des soucis avec leurs enfants, qui dorment mal la nuit en ce moment. Donc, ok, en ce moment, ils seront peut-être pas de bonne humeur. Pour autant, voilà, on est des êtres humains, donc c'est important de le savoir. Donc, on partage là-dessus dans un premier temps. Ensuite, je vais revenir sur les succès de l'équipe, donc en termes de résultats, mais également en termes de voilà, lors des bilates, ils me confient leur succès. Je suis ravi parce que j'ai progressé sur le pitch d'ALD Automotive, sur les produits et services. Je suis ravi parce que j'ai détecté une opportunité et c'était pas facile. Je suis ravi sur la prise de poste parce que je vois que l'animation du réseau d'apporteurs d'affaires se passe bien, ils m'accueillent. Voilà. Donc, je vais mettre en avant les succès de l'équipe, de chacun. Et puis après, on va quand même parler un peu d'indicateurs de performance que je leur partage, qui ne sont pas forcément les résultats finaux, mais plus les indicateurs d'activité. Donc les rendez-vous, les opportunités détectées, les signatures, qui de toute façon, si tout ça est dans le vert, sera bénéfique pour le résultat final, qui est le business généré. Et puis enfin, on termine avec les sujets divers. Donc que j'ai noté lors des 2 semaines qui précèdent la réunion. Ça peut être le lancement d'un produit-service dans l'entreprise, ça peut être un événement sur le marché automobile, le marché de la mobilité, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses que je sens pertinent d'évoquer lors de la réunion. Eh bien, Grégoire, un immense merci. On a balayé finalement ces 5 rituels en 25 minutes. Donc bravo d'avoir pu nous partager comme ça tes bonnes pratiques, tes apprentissages, donc l'accueil, le one-on-one, l'accompagnement clientèle, le recadrage et la réunion d'équipe. Tout ça sous le signe de ce bouquin qui t'inspire au quotidien, le langage de l'amour de Gary Chapman. Tu nous as également confié quelques autres ouvrages qui t'inspirent. On recevait il y a 15 jours Ludovic Girondon, l'auteur de Dream Team, qui est une merveille, source d'inspiration pour beaucoup de managers aujourd'hui. Précipitez-vous à la FNAC si vous ne le connaissez pas encore. The Coaching Effect de Bill Ekstrom sur voilà, la capacité des grands leaders à augmenter les ventes, améliorer la performance dans une croissance durable. The Challenger Sale que tu as mentionné tout à l'heure, une belle méthodologie pour remettre le client au centre autour de éduquer, challenger et garder le contrôle. Et puis le dernier, recadrer sans démotiver, comment renouer le dialogue avec un collaborateur dans l'entreprise de Christine Benoît. Peut-être avant de prendre les questions, est-ce que tu as deux questions classiques que l'on pose à tous nos intervenants dans les masterclass de l'excellence commerciale? C'est ta plus belle expérience de management? Ouais, donc une anecdote managériale. Quand j'ai commencé chez LD en 2010, assez rapidement, j'ai travaillé sur un très gros appel d'offres qui était au-delà de mes compétences parce que je venais d'intégrer l'entreprise, mais qui m'a permis de progresser très fortement. Et je me souviens à un moment avoir fait une erreur. Voilà, j'étais jeune dans l'entreprise, d'avoir oublié une prestation de service, tout en ayant répondu au cabinet de consulting qu'elle était incluse. Donc évidemment, il y a un problème parce que le cabinet pensait que c'était inclus pour un certain prix et nous, on l'avait pas mise. Donc en fait, le prix était bien plus bas que ce qu'il devrait être. Et donc, cette anecdote, c'est que j'en ai parlé évidemment avec mon manager, j'étais assez mal, et il m'a dit, écoute Grégoire, soit la valeur qu'on propose avec cette solution, et faut que tu en aies confiance, faut que tu sois en confiance, pardon. Et donc, je vais te demander de rappeler le cabinet, de dire que tu as fait une erreur, d'assumer, et pour autant de leur dire que pour cette prestation, ce sera tel prix. Et de toute façon, rassure-toi, le prix qu'on a fait de manière générale est très compétitif, et donc ça restera intéressant. Donc voilà, l'anecdote, c'est ça m'a appris
être plus en confiance sur la proposition de valeur et également, ça va faire preuve de plus d'autorité professionnelle dans la relation. Voilà. Une citation qui t'inspire? Et une citation qui m'inspire, j'ai prise celle qui dit que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que depuis que je suis manager, je me rends compte que bien évidemment, je ne peux pas réussir si mon équipe ne réussit pas. Et individuellement dans mon équipe, ils ne peuvent pas réussir s'ils travaillent en loup solitaire. Et donc, on partage énormément et c'est grâce à ce partage que nous allons plus loin ensemble. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je ne peux pas réussir sans mon équipe. Merci beaucoup, Grégoire, sur ces belles paroles. On va maintenant ouvrir les questions. Donc, si vous avez des questions pour Grégoire sur le sujet des rituels managériaux, n'hésitez pas à les inscrire directement dans l'interface de GoToWebinar sur votre droite. Et on sera ravis d'y répondre. Alors, Anne, qu'est-ce qu'on a déjà des questions de nos auditeurs? Alors oui, comment, selon votre propre expérience, garantir la motivation du collaborateur lorsqu'il s'agit d'une mutation subie, pratique assez courante surtout dans les grandes banques, et qu'il se voit obligé d'accepter le nouveau poste qu'on lui affecte de peur qu'on l'accuse de refus d'obtempérer? Alors, merci pour cette question. Je n'ai pas eu de collaborateur qui a subi le fait d'arriver dans mon équipe. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui ont à chaque fois été ravis de l'intégrer. Récemment, j'ai un collaborateur qui a rejoint l'équipe et qui était avant dans le groupe Société Générale, qui était chargé d'affaires entreprise. Donc, on a aussi des passerelles entre la Société Générale et LD. Mais bon, il est venu de bon cœur. Donc, j'ai pas forcément de conseils à donner, si ce n'est peut-être de reparler de la vision, de la raison d'être, pour donner du sens dans le travail et expliquer pourquoi le collaborateur est là et donner du sens dans son travail. Voilà, c'est ce que je ferai. Quelles sont les difficultés récurrentes que vous rencontrez en one-to-one? Les difficultés récurrentes, assez classiques, c'est lorsque le collaborateur n'a pas forcément préparé le one-to-one. Alors, c'est pas du tout quelque chose de récurrent, mais ça peut arriver bien sûr quand il y a une charge de travail qui fait que le collaborateur n'a pas le temps. L'autre difficulté que je rencontre, c'est extrêmement important de ne pas déplacer les one-to-one, parce que c'est un moment fondateur dans la gestion de l'équipe et pour la motivation du collaborateur. Néanmoins, bien évidemment, quand on manage 8 collaborateurs, il y a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de réunions. Et donc, c'est la première des difficultés, c'est celle de le sacraliser pour ne pas le déplacer. Et de temps en temps, ça arrive aussi que ce soit le collaborateur qui souhaite le déplacer. Et donc, ce que je leur demande, c'est de tout de suite me proposer une nouvelle date, parce que je ne veux pas l'annuler. Je veux éventuellement le décaler si c'est sur sa volonté. Et si possible, plutôt de l'avancer même. On en parlait avec Roland récemment. Voilà, si possible, je leur dis, écoute, on va le changer de date, mais on va essayer de l'avancer. Comment coacher 50 personnes de manière individuelle et efficace? Quels outils utiliser? 50 personnes? Alors, je ne coach pas. On va dire une plus grosse équipe. Alors, j'imagine que lorsqu'on manage une plus grosse équipe, il y a du management intermédiaire. J'ai pas encore cette expérience de manager. Donc, je ne pourrais pas forcément donner mon insight sur le sujet. En tout cas, ce qui est certain, et pour parler de mon expérience, c'est que lorsqu'il y a 3 ans, j'ai rejoint à nouveau ALD et qu'on m'a donné 8 collaborateurs à manager, j'en avais jamais managé autant. Précédemment, j'en avais managé 3 maximum. Et donc, ce que j'ai dû faire, j'ai été obligé de le faire, c'était de mettre en place une méthodologie de management. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup itéré sur la manière d'organiser mes réunions, d'organiser mes rituels de one-to-one. Parce que sans méthodologie, sans trame, en fait, on est perdu. Donc, et c'est ce qui m'a permis justement de bien animer et gérer l'équipe. La réunion d'équipe étant cruciale pour rapprocher les collaborateurs et faire monter en compétences, comment mettre en place cette routine, éviter qu'elle ne soit vécue comme une contrainte et une perte de temps plutôt que comme un moyen pour partager, avancer et faire évoluer les choses? Alors, tout d'abord, la première réunion du mois,
on termine en allant déjeuner ensemble. Donc, ça motive l'équipe pour venir et se retrouver. Je leur demande de venir en présentiel. Il y a un bon état d'esprit et voilà, il y a un super état d'esprit dans l'équipe. Donc, le fait de se retrouver, on sait que maintenant on travaille beaucoup à distance, on fait beaucoup de rendez-vous Teams. Donc, la réunion d'équipe est un moment privilégié. On se retrouve, on échange. Lors de la première du mois, on va déjeuner ensemble. Et c'est ce qui permet, voilà, de créer ce lien et de garder ce lien. Alors après, dans la question, il y avait comment fait-on pour faire monter en compétences lors des réunions. Je ne me sers pas des réunions pour faire la montée en compétences, c'est plutôt lors des one-to-one individuels. Est-ce que vous utilisez le lean management dans vos pratiques managériales, comme le management visuel, par exemple? Pas forcément, mais le lead management, c'est pas quelque chose sur lequel je suis très au fait. Donc, ça se trouve, j'en fais, mais j'en ai pas conscience. Je réfère l'auditeur à notre masterclass du patron du lean management de La Poste, qui retrouvera facilement sur notre chaîne YouTube. D'accord, ok. J'irai faire un tour. Qu'est-ce que vous entendez exactement par éduquer le client? Alors, effectivement, ça peut paraître présomptueux d'éduquer le client. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que si on arrive en rendez-vous et qu'on parle de nos produits et services, en fait, aujourd'hui, nos clients, ils sont très bien informés. Ils ont accès à notre site internet, ils vont sur des salons, ils voient des témoignages clients, etc. Ils échangent entre eux lors de colloques. Et donc, si on arrive et qu'on ne fait que de parler de ce qu'on propose dans nos produits et services, en fait, à la limite, on ne va pas du tout l'intéresser. Donc, pour moi, éduquer le client, c'est lui parler, être leader d'opinion et donc lui expliquer comment vont évoluer la tendance de la mobilité, comment chez LD, on voit cette vision de la mobilité multimodale, plus uniquement avec une voiture, mais avec du vélo, une voiture, du crédit mobilité, de manière à changer le client sur comment il va devoir réfléchir pour demain et comment il va devoir s'adapter pour demain. Comment partagez-vous les rôles en clientèle? Est-ce que vous prenez la main car vous êtes le plus gradé, le plus compétent, ou restez-vous en arrière et prenez la main pour compléter, rectifier? Alors, ça dépend des rendez-vous, un peu comme disait Roland tout à l'heure. On se met d'accord avant le rendez-vous sur qui prendra le lead. Moi, j'ai à chaque fois plutôt le réflexe de demander aux collaborateurs de prendre le lead. Et moi, je suis un peu là en support pour donner un petit coup de main, préciser quelque chose. Mais ce que je préfère, c'est dans la très grande majorité des cas, que le collaborateur puisse prendre le lead. Et moi, je suis vraiment là en soutien, qui va rebondir rapidement lorsqu'il va être en difficulté ou qu'il n'aura pas forcément les éléments. Alors, on a aussi des réflexions. Faire en sorte que le collaborateur et la collaboratrice s'expriment en premier lors du Vilat est bien une pratique similaire à l'entretien de coaching, ce qui conforte la posture de Grégoire. Être manager et coach, c'est bien les deux faces de la même fonction. Merci pour cette remarque. Comment faire évoluer les rituels en douceur, voire changer complètement de modèle? Comment faire changer les rituels en douceur? Ouais, faut essayer. Il faut essayer, il faut apprendre, il faut se tromper, il faut réessayer. C'est ce que je dis lors de mon entretien de faire connaissance avec le collaborateur quand il intègre l'entreprise, c'est que je lui demande d'être dans une attitude de try and fail, c'est-à-dire d'essayer, quitte à se tromper, mais au moins quand tu essayes et que tu te trompes, c'est là où tu apprends. Donc pareil pour les rituels, hein, moi j'ai beaucoup itéré, j'ai essayé, j'ai changé. À chaque fois, j'étais transparent avec mes collaborateurs pour leur dire bon tu verras, la trame de Bilat a un peu changé. On en parlera lors du Bilat. Pourquoi est-ce qu'on va parler plutôt de tel sujet ou tel sujet? Donc, faut essayer et se tromper et modifier et voilà. Une bonne méthode également pour accompagner le changement, c'est de réfléchir en équipe à l'évolution du format pour que les idées viennent du terrain et soient validées par le terrain, ce qui permet directement une acceptation plus grande parce que les gens ont été acteurs de cette transformation. Donc toutes les méthodologies de design thinking qui sont mis en œuvre aujourd'hui dans les plans d'accompagnement du changement sont très efficaces pour changer en douceur. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que ça, je le fais assez naturellement sans forcément l'exprimer de cette façon-là, mais je veux bien évidemment que c'est un de mes réflexes, c'est de toujours
demander feedback de mon équipe également sur la façon qu'on a de travailler ensemble, de collaborer ensemble, soit en individuel, mais également lors des réunions. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, on en a une dernière. Comment rendre la réunion d'équipe interactive et surtout participative pour éviter le up-down? Alors déjà, premièrement, le fait qu'on ritualise le fait de commencer nos réunions par chacun s'exprimer, maintenant c'est une habitude. Donc de toute façon, c'est ancré dans nos réunions et ça se fait assez naturellement. Et après, lors des one-to-one, lors des bilats, moi je récolte pas mal d'informations du collaborateur, notamment sur ses succès et ses bonnes pratiques. Et lors des réunions, je vais les faire intervenir. Je vais dire, bah tiens, Gav, tu as partagé un exemple pour animer le réseau Société Générale la dernière fois, qui était plutôt intéressant. Tu peux revenir dessus, en parler lors de la réunion. Voilà, donc je vais aussi les faire rebondir. Grégoire, un immense merci pour ta participation. Je réussis grâce à mon équipe. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Grâce à toi, ensemble, on est allé plus loin dans cette bonne compréhension des rituels de l'excellence commerciale, de l'excellence managériale. Un immense merci pour ton partage très franc, très direct, très opérationnel et qui donne à tous une nouvelle perspective sur ces rituels qui sont si importants au moment où on a besoin de retenir les talents et de motiver tous les collaborateurs. Merci à tous de votre participation. Je vous souhaite une excellente fin de journée et la prochaine masterclass aura lieu dans 15 jours pour faute de 14 juillet. Donc, restez attentifs à vos emails. Vous recevrez les invitations dans une dizaine de jours. On se retrouve donc le 21 juillet. Merci à tous et à bientôt. Merci Roland, merci à tous. C'est un plaisir.